Alors, quels sont les vrais chiffres de la fraude sociale en France? C'est une question qui revient souvent sur le devant de la scène et qui suscite de multiples polémiques. On en parle pourquoi? Parce qu'on a demain, justement, l'Assemblée nationale qui doit publier un rapport, des résultats, on va dire, d'une commission d'enquête qui a été lancée au mois de janvier. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Déjà, juste pardon, mais pour les Béotiens qui nous regardent, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de fraude à la prestation sociale? Ce sont des gens qui touchent de manière indue les aides sociales. Pour une fois que j'ai dit ça, qui touchent de façon indue les prestations sociales. Donc, c'est lié au fait que les prestations sociales sont soumises à un certain nombre de conditions. Par exemple, les allocations familiales, ça suppose que vous ayez des enfants qui justifient ces allocations. Et donc, une fraude, c'est à partir du moment où vous... Quelqu'un touche les 100 €, je ne sais plus, par enfant, alors qu'il n'a pas d'enfant. ou une personne fictive d'ailleurs, parce qu'une partie des fraudes peuvent être sur le fait de réussir à faire rentrer dans le système un individu qui n'existe pas et à récupérer les sommes d'argent en question sans que cette personne n'existe. Donc voilà. Mais en gros, on a un système de prestation qui définit un certain nombre de conditions et donc c'est utilisé. Donc c'est fraude quoi? Donc aux allocations familiales, fraude quoi? Au RSA, fraude tout type de fraude sociale. Enfin c'est parce qu'on a cadre un peu les choses, on a 450 milliards d'euros de prestations sociales en France. Voilà, donc c'est un montant énorme avec une très grande diversité de prestations et donc une très grande diversité de possibilités de fraude. Certaines sont des fraudes assez banales qui sont le fait d'individus qui jouent un peu avec le système et qui généralement ne sont pas des fraudes très importantes. Et puis ensuite, il semblerait qu'il y ait aujourd'hui une forme de fraude organisée avec des réseaux qui mettent en place des procédures pour extraire. C'est les fameuses fausses cartes de sécu de personnes qui sont à l'étranger ou ça c'est pas seulement ça? C'est ce qu'on entend dans le débat. Ça peut être les fameuses fausses cartes de sécu. Les personnes qui sont inscrites au répertoire national d'identification nationale, donc ceux qui ont un numéro INSEE, un numéro de sécurité sociale, ne sont pas nécessairement des fraudeurs. Parce que le fait d'être inscrit à ce répertoire, il y a eu une polémique sur... Il y a plus de 70 millions de personnes inscrites dans ce répertoire, alors qu'il n'y a que 67 millions d'habitants en France. Et en plus, il y a un certain nombre d'habitants qui ne sont pas immatriculés. Donc qui sont ces 3 millions de... Donc, d'où vient la différence? Et en fait, la différence, elle vient de personnes qui sont résidents à l'étranger, qui ont eu un numéro d'identification, mais qui n'ont pas été radiés parce que les opérations d'état civil n'ont pas été... Ça n'en fait pas des fraudeurs pour autant? Non, parce qu'ils ne reçoivent pas pour autant des prestations sociales. C'est-à-dire le fait d'avoir un numéro de sécurité sociale n'est pas une condition suffisante pour avoir des prestations sociales. Il faut ensuite s'inscrire à la caisse d'allocation familiale ou à la caisse d'assurance vieillesse pour pouvoir toucher des prestations. Donc là, normalement, il y a d'autres vérifications qui sont faites. Et donc, c'est pour ça que ça ne suffit pas à estimer la fraude. Ouais. Justement, sur l'ampleur de cette fraude sociale, pour le coup, quand on voit les chiffres, ça va de, tenez-vous bien, 140 millions d'euros, et certains disent 30 milliards. Et même la Cour des comptes, quand on lui pose la question, Pierre Moscovici, il y a quelques jours, disait qu'il était dans l'incapacité de chiffrer justement cette fraude sociale. On voit le rapport de 1 à 100 entre les estimations des uns et des autres. Pourquoi est-ce qu'une fourchette aussi large? Pierre Moscovici qui dit qu'effectivement, il a dit impossible. Enfin voilà. Il dit que c'est quasi impossible de chiffrer de manière fiable. Alors, c'est aujourd'hui impossible de chiffrer de manière fiable les fraudes aux prestations sociales parce que... Le Sénat nous dit entre 200 et 800 millions d'euros. C'est pas fiable, le Sénat? Non, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de méthodologie mise en œuvre par les administrations qui délivrent les prestations sociales pour essayer d'identifier la fraude. Comment on fait pour identifier la fraude? En gros, il faut faire des échantillons, il faut identifier les possibilités de fraude et faire des statistiques de l'échantillonnage sur les gens qui sont susceptibles de frauder pour essayer de voir qui passe à travers le filet. Donc en gros, c'est une opération qui doit se faire en dehors de l'administration d'une certaine façon. Oui, on cherche à déterminer qui arrive à passer entre les mailles du filet qui est mis en place par l'administration. Aujourd'hui, la culture, dans la plupart des administrations françaises, pas dans toutes, mais dans la plupart des administrations françaises, c'est d'internaliser le contrôle. Mais le problème quand on internalise le contrôle, c'est que l'administration qui fait le contrôle vous dit en fait il n'y a pas de fraude parce qu'on a contrôlé et comme on contrôle de façon correcte, en fait il nous échappe presque rien. D'où les 140 millions d'euros qui sont en fait... Ça c'est le discours de la CNAM?
Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAF pour la vieillesse, les allocations familiales et tout et tout. Parce que ce débat est comme explosif. Il y a une exception dans ces différentes administrations qui est la CNAF. Ouais. La Caisse nationale d'assurance famille a mis en place un échantillon pour essayer d'évaluer la fraude à un certain nombre de fraudes, qui sont des fraudes, par exemple, vous ne déclarez pas l'âge de vos enfants, ou vous trichez sur l'âge de vos enfants, etc. Donc les fraudes qu'elle a détectées. Mais elle a une procédure qui lui permet d'avoir, et c'est la seule. Et alors, elle arrive à un montant de fraude qui n'est pas négligeable, qui est estimé autour de 2 milliards d'euros pour un montant de prestation de 70 milliards, donc 75 milliards pour l'assurance famille. Donc si on rapporte le même ratio à l'ensemble. Exactement, c'est comme ça qu'on arrive à ces fourchettes, c'est-à-dire quand vous demandez aux administrations quels sont les contrôles que vous avez effectués qui n'ont pas été recouvrés. Ça fait 15 milliards. Bah voilà, on est plutôt proche de 15 milliards, et donc effectivement, calculé dans ma tête. Ça arrive à ces estimations qui sont dans des fourchettes très très grandes. Mais vous voyez, 15 milliards, c'est pas une broutille. Alors, si on veut donner une vraie signification à ce chiffre, c'est pas une broutille, mais c'est juste plus un potentiel ou un majorant ou un estimateur très grossier. Si on veut évaluer la fraude et surtout lutter contre la fraude, on ne peut pas échapper à cette méthodologie qui consiste d'abord à essayer d'identifier les fraudes, c'est-à-dire comment on fait pour frauder, quelles sont les méthodes employées par les fraudeurs pour frauder, et de mettre ensuite en place deux choses qui sont des dispositifs qui permettent d'empêcher ces fraudes de se produire, donc des vérifications, des croisements de fichiers, tout un tas de choses qui sont... Mais pour vous, il n'y a pas cette volonté politique de faire ça aujourd'hui? Alors, il n'y a pas cette volonté politique parce que... On en parlera juste après avec Olivier Dussopt, ministre délégué en charge justement des comptes publics. Aujourd'hui, chaque administration a tendance à fonctionner en silo. Donc, elle estime que sa connaissance des fraudeurs et les procédures qu'elle a mises en place, parce qu'il y a des procédures mises en place quand même dans chaque administration, sont des procédures qui sont solides. Voilà. Ce qui nous manque, c'est un regard externe, un audit externe de ces procédures pour être sûr que les administrations n'ont pas oublié des méthodologies de fraude, pour être sûr que quand c'est des fraudes en bande organisée, il y a bien des possibilités judiciaires et des procédures pour arriver à démonter ces réseaux et pas simplement traiter les fraudes comme étant des accidents individuels. Et puis ensuite, une culture statistique de l'évaluation pour essayer. Mais au doigt mouillé, finalement, vous êtes au milieu, entre 140 millions d'euros et 30 milliards. Oui, mais alors, le milieu, il est très grand. Non, mais il a 15 milliards. Oui, mais enfin, au doigt mouillé, on est probablement très en deçà de ça, parce que les administrations ne sont pas non plus totalement démunies par rapport à la fraude. Donc voilà, et la pression politique étant très forte sur ces questions, pour des raisons qui sont plutôt des bonnes raisons, les administrations, elles essayent quand même aussi d'aller réduire ces fraudes et identifier les fraudeurs. Donc, 15 milliards, c'est vraiment un majorant, à mon avis. On est probablement très en deçà. Ça dépend beaucoup des prestations qui sont délivrées. Il y a des prestations qui sont plus faciles à frauder que d'autres. La Caisse nationale d'assurance famille a probablement un public qui est plus déclaratif et donc qui peut plus facilement tricher. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet important. C'est-à-dire que on peut faire le procès aux administrations d'être trop naïves, mais en fait, il ne faut pas aller trop loin dans ce procès-là, parce que ces administrations font quand même des vérifications et cherchent à réduire les fraudes. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment être assez mesuré dans ces questions-là. Le débat politique s'est enflammé. Il y a des chiffres qui partent avec des dizaines de milliards. Du Sénat, maintenant, c'est encore une fois cette commission d'enquête créée en janvier qui publiera demain justement ces résultats pour peut-être y voir plus clair. Voilà. On en parlera juste après avec le ministre. Il y a aussi souvent derrière un peu de manipulation politique qui consiste à dire il y a tellement de fraudeurs qu'en fait il faut réduire ces prestations pour tout le monde. Il y a des choses dont on ne parle pas. Il n'y a pas que des fraudes aux prestations sociales, il y a aussi des fraudes aux cotisations sociales. Et en fait, c'est probablement dans ce qu'on appelle la fraude sociale un des éléments les plus importants. Donc, c'est des gens qui sous-déclarent, des employeurs et des employés qui sous-déclarent leur temps de travail et donc leur cotisation sociale. Le travail à temps partiel, par exemple, est un grand vecteur de cette possibilité de fraude. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est le non-recours aux prestations sociales, qui est aussi très important. Ouais. Et c'est dans l'autre sens, pour le coup. C'est dans l'autre sens, pour le coup. Donc, et alors, on peut le chiffrer, ça? Et on finit là-dessus. Le non-recours, oui, on peut le chiffrer, ça dépend des prestations, mais il y a des prestations sur lesquelles les taux de recours sont extrêmement faibles. Le RSA. Le RSA. Sur une des composantes du RSA, de mémoire. Il y a à peu près 10% de non-recours au RSA. La CMUC, la cotisation
santé universelle, la complémentaire universelle, elle est avec un taux de recours qui est très très bas. Donc voilà, on a aussi ces éléments-là qui jouent dans l'autre sens. Je pense que quand on regarde le sujet de façon un peu sérieuse, la fraude est un sujet important, il faut le traiter de façon démocratique et transparente. Donc là, de ce point de vue-là, la pression des assemblées, elle est justifiée. Mais il n'y a aucun élément à ce stade qui permette de démonter le système de prestations sociales en France sur la base il y aurait une fraude excessive et des administrations qui sont trop complaisantes avec les fraudeurs. Bon, on verra le résultat de cette commission d'enquête donc demain de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Xavier Timbaud, donc directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.